Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette amphi de l'ESJ, l'École supérieure de journalisme de Lille. Pierre Savary, je suis le directeur de l'école. Corinne Van Meris est la directrice adjointe de l'école et directrice des études. Je vais très vite lui laisser la parole pour évoquer le parcours historique de l'école, le parcours de master. Quelques mots avant, en vraiment rapidement quelques minutes, mais de positionner, on va dire, le master à l'intérieur de l'école et de vous expliquer avant et encore une fois rapidement ce qu'est aujourd'hui l'école. L'ESJ est une école centenaire. On a fêté l'an dernier le 100e anniversaire de l'école. C'est une école aussi associative, ce qui la rend un petit peu particulière. Il y a assez peu d'écoles associatives à l'intérieur de l'enseignement supérieur en général et à l'intérieur du bloc des écoles de journalisme reconnues également. Pourquoi c'est important et pourquoi je commence par ça? Ça garantit son indépendance. Indépendance vis-à-vis d'actionnaires privés, il n'y a pas d'actionnaires privés à l'école. C'est un modèle qui existe, que je ne critique pas, mais qui n'est pas en tout cas celui que l'on a décidé historiquement d'avoir à l'école. C'est aussi le fait de ne pas être là une école publique. C'est aussi une garantie d'indépendance vis-à-vis de l'État, vis-à-vis d'un ministre de l'enseignement supérieur ou de la communication qui ne peut pas décider de ce qui se fait à l'intérieur de l'école. Cette indépendance-là, elle nous semble forte. Et elle nous semble être importante dans le cadre de la formation de futurs journalistes qui vont être amenés à produire de l'information. Produire de l'information, c'est quelque chose que l'on juge extrêmement important dans une société un peu clivée, dans une société un peu en tension, être des vecteurs d'information, des passeurs d'information, c'est une dimension qui nous semble extrêmement importante, encore plus peut-être aujourd'hui qu'hier, et dans un contexte où il n'y a pas que les journalistes à diffuser, à transmettre de l'information. Et je sais que la profession est souvent critiquée, et parfois à raison, et la critique des médias et de la profession est quelque chose que l'on fait ici au sein de l'école. C'est aussi, je crois, important de rappeler que les sociétés dans lesquelles les journalistes ne peuvent pas opérer, ne peuvent pas fonctionner, sont des sociétés assez éloignées des critères démocratiques que ceux que l'on a aussi en France aujourd'hui, et c'est quelque chose que peut-être parfois on a tendance à oublier. Je voudrais aussi rajouter que l'école souhaite être un lieu d'agora, un lieu de discussion, un lieu d'échange, cet amphi dans lequel vous êtes là, qui est un amphi souvent utilisé lorsque l'ensemble de la promotion est réuni. C'est un amphi où on souhaite que les idées fusent, que les idées s'échangent, que les idées soient argumentées et que l'on puisse avoir tout type de discussion sur tout type de sujet et de prendre ces sujets sous des angles et des positions différentes. C'est quelque chose qui, pour nous, compte pour construire, fabriquer de l'information et ce que seront les journalistes de demain. Voilà, je voulais rappeler ces quelques éléments-là, peut-être deux derniers mots. Le premier pour dire qu'on a vraiment chevillé au corps l'envie, la vocation de développer un journalisme qu'on appelle un journalisme de fait et de fond. Un journalisme de fait parce que la matière qu'utilise le journaliste, c'est le fait, c'est la farine du boulanger, pour reprendre l'image d'un collègue de la direction des études, mais c'était exactement ça. On s'appuie sur des faits, on cherche à les comprendre, à les expliquer, à les décrypter, à les contextualiser, et c'est à partir de ces faits-là, avec tout ce travail que je viens d'évoquer, qu'il y a derrière la possibilité d'avoir des citoyens et des citoyennes éclairés, et des citoyens éclairés dans une démocratie, ça donne une démocratie éclairée. Je m'arrête là, je ne vais pas vraiment plus loin, mais je voulais vous poser, c'est très vrai dans le cadre du master, des autres parcours de l'école, ces quelques éléments qui sont importants pour nous. Et là, vraiment, c'est mon dernier propos. Des deux côtés de l'amphi, si vous le souhaitez, vous avez des stands avec les différents parcours de l'école. Je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a des masters spécialisés, il y a des licences, il y a différents autres parcours que celui que Corinne va vous détailler. Encore une fois, j'en dis pas plus, mais sachez qu'ils existent. Et si vous souhaitez des renseignements sur ces parcours-là, vous êtes les bienvenus à l'issue de ce temps de conférence, d'échange, de questions-réponses que vous aurez pour pouvoir
avoir les réponses à d'éventuelles questions que vous vous poseriez, et aussi, si vous venez d'arriver, la possibilité ensuite avec des étudiants de visiter l'école à la fin de cette conférence. Je vous remercie, vous souhaite une bonne journée et laisse la parole à Corinne. Je vais essayer de... Je vais rester celui-là et celui-là je le passerai après pour s'il y a besoin de... Ça marche. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une première intervention un peu générale pour vous parler de ce master. Et puis ensuite, on essaiera de garder suffisamment de temps pour que vous puissiez poser des questions si vous en avez et que je réponde de façon plus précise sur certains éléments. Mais voilà, je vais d'abord dresser un panorama assez général. Donc, Pierre l'a dit, l'école est centenaire. Pendant très longtemps, donc il y a eu un seul cursus de formation en journalisme généraliste. C'est cette formation qui aujourd'hui prend la forme d'un master en 2 ans. Ce master fait partie des 15 cursus reconnus par la profession. Un cursus reconnu par une commission telle qu'elle est indiquée, la CPNEJ, c'est-à-dire, pour résumer, la profession a un œil sur la manière dont on forme les journalistes aujourd'hui, avec un certain nombre de critères. Dans cette commission paritaire, vous avez à la fois des éditeurs de presse, c'est-à-dire des patrons de presse, et des syndicats de journalistes. Et donc cette commission, régulièrement, se replonge dans chacun des cursus pour évaluer la manière dont on forme les étudiants et les étudiantes, de telle manière que les étudiants qui sortent de l'école puissent trouver un emploi dans la profession dans l'immédiate sortie d'école. C'est notre objectif et c'est ce que peut regarder cette commission de façon un peu plus précise. Pierre le disait, on est indépendant par rapport à l'université. L'université publique. Néanmoins, notre diplôme est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc, le diplôme de master vaut un grade master 2, notre diplôme, de la même manière que dans le cadre du double cursus avec Sciences Po. Le diplôme de Sciences Po est aussi un diplôme de grade Master 2. Ce qui veut dire concrètement que les étudiants qui sortent de l'école, après leur Master, ont 2 diplômes. L'un de l'ESJ qui a un niveau Master 2 et qui est visé par la profession, qui est reconnu par la profession, et un diplôme de Sciences Po Lille qui a aussi un niveau de grade Master 2. C'est vrai que quand les étudiants sortent, en général avec l'objectif de devenir journaliste et d'intégrer une rédaction, c'est pas forcément un élément qui est le principal élément pour eux, mais il arrive quand même assez régulièrement que des journalistes reprennent des études ou décident de faire de la recherche, etc. Et le fait d'avoir un diplôme qui est bien identifié dans un parcours universitaire comme de niveau Master 2, c'est important de l'avoir en tête. D'ailleurs, avant, il n'était pas au niveau du Master 2, c'est le cas depuis 2012 seulement, et on a très régulièrement des anciens qui sont diplômés de l'ESJ, mais à un moment où le diplôme était à Bac plus 4, c'était pas un niveau de Master 2, et qui demandent soit des VAE, soit des VAE ou des solutions pour pouvoir avoir ce niveau, parce que ce niveau Bac plus 5 permet souvent soit de poursuivre des études, soit d'intégrer parfois des centres de recherche comme le CNRS, etc., où ce niveau est exigé. Donc c'est important que ça soit le cas aussi. Merci. Voilà, donc c'est donc un diplôme qui se fait en 2 ans. C'est une formation professionnelle. Ça signifie que très concrètement, les étudiants et les étudiantes se forment au métier de journaliste dans des sessions pratiques pour, je dirais, 80-90% de leur temps de présence à l'école. C'est-à-dire qu'on reconstitue à l'école, pour ceux qui ont pu visiter, vous avez vu qu'on avait un studio radio, un studio télé, il y a des salles informatiques, etc. On reconstitue des rédactions, en fait, telles qu'elles existent dans les médias, et on apprend aux étudiants différentes pratiques professionnelles. On le fait pourquoi ? On le fait aussi parce que l'accès au diplôme de master se fait donc avec une licence, 180 ECTS, et que donc on part du principe qu'un certain nombre d'éléments de culture générale et de formation académique a été réalisé en amont de l'entrée à l'école. Et donc on peut se permettre de faire une formation assez pratique et assez professionnelle, puisque les étudiants qui arrivent ici arrivent avec un niveau académique qui nous paraît suffisant pour le faire et qui est indispensable évidemment à la pratique du métier de journaliste. Donc globalement un Bac plus 3,
assez régulièrement, on a des étudiants qui ont déjà un bac plus 4, voire parfois un bac plus 5, c'est-à-dire que des étudiants ont commencé un master et souhaitent le terminer et embrayent après sur leur formation à l'école. Ça, c'est le cas pour les étudiants qui ont les moyens de faire cette année d'études après le bac. Ce n'est pas la plus grande majorité. Mais voilà, il faut un niveau bac plus 3 au démarrage et ça peut aller parfois jusqu'à déjà un bac plus 5 avant d'arriver à l'école. Donc je vous le disais, un double parcours et un double cursus avec Sciences Po Lille depuis 2014, donc depuis une dizaine d'années. Concrètement, les étudiants ont des cours à Sciences Po, donc Sciences Po est juste à côté, donc c'est pas trop compliqué en termes logistiques. Ce sont des matières qui sont les matières classiques de Sciences Po, donc de l'histoire, de l'économie, de la sociologie, de la politique, des sciences politiques, mais qui sont adaptées aux étudiants en journalisme. C'est-à-dire que ce sont des cours qui ont été conçus pour nos étudiants. Ce n'est pas un cours d'économie générale qui serait ouvert à l'ensemble des étudiants de Sciences Po, c'est un cours d'économie des médias qui est à destination de nos étudiants. Tout ça a pour objectif de continuer à travailler la culture générale, la formation académique, etc., en parallèle d'une formation pratique. C'est une formation polyvalente et généraliste dans le sens, et c'est un des critères d'ailleurs de reconnaissance du cursus, on ne forme pas de journalistes spécialisés dans le cadre du master et on ne forme pas des journalistes qui ne pratiqueraient qu'un seul média. La première année, elle est à temps complet à l'école. C'est une formation donc généraliste et polyvalente dans le sens où on pratique l'ensemble des médias, on se teste à l'ensemble des médias. On a parfois des étudiants qui arrivent ici qui ont déjà fait des stages dans telle ou telle rédaction, mais c'était assez rare quand même des étudiants qui ont pu faire des stages dans l'ensemble des médias. Donc pour une bonne partie d'entre eux, ils découvrent certains médias et ils pratiquent certains médias pour la première fois. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça a toujours été comme ça, je vous disais, c'est un des critères de reconnaissance et c'est de plus en plus pertinent dans la mesure où les carrières des journalistes en sortie d'école, elles sont plus linéaires aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il arrive assez souvent qu'on change de médias, qu'on change de spécialité, etc. Et donc, le fait d'avoir cette formation solide, assez polyvalente, permet quand même de rebondir après en fonction des aléas de la vie professionnelle. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc tous les étudiants qui sortent de l'école, on fait de la radio, on fait de la télévision, on fait du web, on fait de l'agence de presse, on fait de l'écrit, on fait de la PAO et de la photo, etc. Tout le monde a ce socle commun. Et généraliste dans la mesure où, alors on pratique pas forcément l'ensemble des thématiques possibles de la profession, puisque ça va de la culture à l'économie en passant par le sport, les faits divers, enfin il y a énormément de spécialités journalistiques, donc certaines sont pratiquées sous forme d'options, d'autres le sont sous forme plus générale, mais même chose, on apprend un socle minimal pour un certain nombre de ces enseignements. C'est-à-dire que cette année, par exemple, nos étudiants de première année vont avoir un cours d'économie, c'est ce qu'on vient d'introduire dans le cursus, parce qu'on estime que le niveau en sciences économiques globales de la profession n'est pas très élevé et que c'est un problème. Donc on intègre ce cours d'économie, qui est un cours d'économie assez général, pour, on va dire, combler les failles qui pourrait y avoir pour certains et certaines. Voilà, donc ça, il y a une session fait divers justice, par exemple, pour l'ensemble des étudiants. C'est-à-dire, sur quelques éléments thématiques, on part du principe que c'est un socle global. Même chose, il y a quelques années, on a intégré un enseignement scientifique pour l'ensemble de nos étudiants, parce qu'on trouvait aussi que les compétences scientifiques, la capacité peut-être à lire des productions scientifiques, la capacité de calculer certaines choses, etc., n'étaient pas forcément au top pour tout le monde. Donc on a intégré un module autour des questions scientifiques. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui sont traités, que les journalistes doivent traiter, comme des questions de santé, d'épidémie, etc., que vous imaginez bien. Toutes les questions autour de l'environnement, elles nécessitent quand même d'avoir quelques éléments de compréhension de ces sujets assez complexes. Donc on l'a rajouté dans le tronc commun. Donc globalement, en première année, on a, et elle est assez dense, donc du coup, vous l'imaginez, on a à la fois sur le plan des outils journalistiques, radio, télé, etc., et sur le plan des thématiques et des spécialités, on a quelque chose d'assez dense et d'assez commun. C'est ce qu'on estime être
finalement la boîte à outils minimum que doit avoir un journaliste ou une journaliste quand il va démarrer son métier. Donc ça, c'est en première année. En deuxième année, il est possible de faire cette deuxième année en alternance, donc essentiellement en apprentissage. Ça correspond à peu près à la moitié des étudiants. On a 75 étudiants dans chaque année du master et on en a une moitié environ qui font leur deuxième année en alternance. Voilà. Et c'est aussi dans la deuxième année qu'on va creuser un sillon, c'est-à-dire qu'on va accentuer un des thèmes ou un des médias qu'on a travaillé en première année, mais sur lequel on va aller plus loin. En fait, parce que si on veut être JRI, par exemple, donc journaliste, reporter d'image, caméraman, voilà, il faut évidemment accentuer la formation, la prise en main de la caméra, la capacité à produire de belles images, etc. On est obligé d'aller plus loin que ce qu'on a fait en première année. Donc, grosso modo, je vous donne juste un exemple, mais voilà, c'est comme ça que ça s'organise. Je vous disais l'alternance possible en deuxième année. Ça fait une dizaine d'années à peu près qu'on fait de l'alternance, qu'on a ouvert le master à l'alternance. On a globalement une quasi-totalité des étudiants qui souhaitent faire leur deuxième année en alternance. Pourquoi il y en a une moitié qui le font effectivement ? Pour plusieurs raisons. Certains étudiants ont des obligations économiques. Vous savez, quand vous êtes en alternance, la scolarité est payée via la taxe d'apprentissage. C'est un système un peu complexe sur lequel je ne vais pas m'étaler aujourd'hui, mais l'étudiant ne paye pas sa scolarité. Donc, pour des raisons économiques, un certain nombre d'étudiants ont des contraintes de ce point de vue-là. Vous avez aussi d'autres étudiants. Je vous disais, certains ont déjà un Master 2, ce n'est pas la majorité, mais il y en a. Ou même avec un bac plus 3, ils ont envie tout de suite de mettre assez vite les mains dans le moteur, donc souhaitent faire leur formation en alternance à partir du moment où c'est possible. Et puis, quand il n'y a pas forcément une contrainte économique, je reprends le cas des JRI, par exemple, un étudiant qui veut faire la spécialité JRI, donc lui, il veut être journaliste reporter d'image, donc il va postuler évidemment à un poste de JRI en alternance dans une chaîne de télé, et puis peut-être ça ne va pas marcher. Alors ça ne va pas marcher, pas parce qu'il n'est pas bon, mais parce que voilà, il peut y avoir 10 candidats, on en prend un, on ne prend pas l'autre, ce n'est pas forcément une question de niveau, mais ça ne marche pas à tous les coups. Cet étudiant-là se dit, moi, je n'ai pas de contraintes financières, je peux payer ma scolarité l'année prochaine, je vais faire la formation JRI à l'école, à 100% à l'école, je ne serai pas alternant, ce n'est pas grave, je peux gérer cette situation. Donc vous avez différentes cas de figure qui font que parfois c'est possible de faire la formation en alternance, parfois c'est pas possible. Donc quand les étudiants sont en alternance, ils sont dans les rédactions françaises, les principales rédactions françaises avec lesquelles on travaille déjà depuis très longtemps et qui ouvrent donc chaque année un certain nombre de postes d'alternance pour nos étudiants, mais aussi pour les étudiants des autres écoles reconnues, bien sûr, c'est pas exclusif pour nous. Mais voilà, on a à ce stade pas noté de différence importante en termes d'insertion professionnelle pour les étudiants qui ont fait leur formation en formation à 100% à l'école en deuxième année et ceux qui ont fait leur formation en alternance. C'est pas en termes d'insertion, c'est pas évident. Il n'y a pas, on peut pas dire telle filière ça marche mieux. C'est pas du tout notable. Voilà, je pense parce que quand on est à 100% à l'école, on fait plusieurs stages en fin de cursus à partir du mois d'avril, et donc ces stages qui sont quand même sur une période assez longue permettent aussi évidemment de montrer ce qu'on sait faire dans les rédactions et éventuellement de transformer un stage en emploi, en pige, etc. Donc voilà, c'est deux possibilités qui sont offertes aux étudiants, et encore une fois, ce qui permet peut-être de baisser un peu la pression pour les étudiants, parce que ce n'est pas des moments pas toujours évidents quand il faut choisir en fin de première année ses directions pour la deuxième année. On essaye beaucoup de rassurer les étudiants avec le fait qu'il n'y ait pas vraiment de grosses différences d'insertion professionnelle. Ce n'est pas la peine de se mettre une pression démesurée par rapport à ça. Alors, je vous disais, une école professionnelle, donc des enseignements pratiques pour une majorité, quasi-totalité des enseignements à l'école. On a des studios, on a du matériel professionnel. Ça, c'est regardé aussi dans le cadre de la reconnaissance du diplôme. C'est extrêmement important de proposer à nos étudiants d'apprendre leur métier sur du matériel audiovisuel et des logiciels qui sont ceux qu'ils vont retrouver en rédaction. Alors, on leur apprend aussi à avoir une certaine capacité à s'adapter
aux différents logiciels et matériels, parce que dans toute une carrière de journaliste de 40 et peut-être 50 ans bientôt, on va changer de matériel, on va changer de technique, donc il faut avoir une capacité à s'adapter et avoir une certaine souplesse par rapport à ça, donc ça c'est quelque chose qui peut s'acquérir aussi, mais on apprend aussi évidemment sur des techniques, les techniques existantes, ce qui permet aux étudiants, quand ils sont en alternance ou quand ils sont en stage, d'avoir le même matériel et d'avoir les bonnes connaissances et la bonne pratique pour pouvoir exercer tout de suite leur métier. Et c'est quelque chose qu'on surveille de très près. Je vous donnerai juste un exemple qui peut illustrer le fait qu'on soit vraiment en lien avec ce qui se passe dans la profession. Je reprends le cas des JRI, journalistes reporters d'images. Vous avez certainement déjà vu plein de fois donc ces journalistes avec des grosses caméras d'épaule très lourdes. D'ailleurs, ils ont souvent des problèmes après quelques années de carrière de dos. Une partie des chaînes de télé, aujourd'hui, n'utilisent plus ces grosses caméras. Ils ont des caméras, des plus petites caméras, ils ont même des appareils photo qui filment, etc. On est à un moment où les choses, elles sont en train de se recomposer dans la profession. Et toute la difficulté pour l'école, c'est de suivre ça, mais toujours avec suffisamment, de recul pour pas tout arrêter d'un coup. Et puis après, c'est un autre matériel, etc. Donc, ce serait une grosse prise de risque. Donc là, aujourd'hui, tous les étudiants qui apprennent, qui veulent faire de la télé, sont formés à l'utilisation de cette caméra, qui en plus est quelque chose d'assez complexe sur le plan technique. Donc, on le fait. Mais en même temps, ils apprennent aussi à travailler avec du matériel plus souple. Et comme ça, ils ont la possibilité, évidemment, dans la manière dont ça se passe dans la rédaction qu'ils vont rejoindre, de pouvoir utiliser les deux types de matériel. Et si ça tombe, d'ici 5 ans, on refait cette même réunion. Et puis, je vous dirai, maintenant, il n'y a plus de caméra d'épaule. Ça existe. On ne fait plus là maintenant, parce qu'il y a quasiment plus de rédactions qui l'utilisent. Donc, nous allons former les étudiants sur... voilà. Donc, chaque année, sur le matériel, par exemple, on fait un check du matériel et évidemment, on remplace ce qui est abîmé, ce qui est cassé, etc. Mais surtout, on essaye, avec tous les formateurs qui viennent chez nous, on essaye de voir si notre matériel est toujours le matériel utilisé dans les rédactions. C'est vrai pour les logiciels de mise en page, les logiciels de montage, etc. Il y a une vraie porosité entre la profession et ce qu'on fait ici à l'école, y compris sur le plan technique. Je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, c'est une formation professionnelle qui s'adresse à des jeunes qui ont déjà une formation académique, licence, master 1 ou master 2, mais ça ne s'arrête pas aux portes de l'école. C'est-à-dire que produire de l'information, Pierre a évoqué tout à l'heure les enjeux en termes de vie démocratique, ça ne s'arrête pas à un moment où on arrêterait de réfléchir et on apprendrait simplement des techniques. L'apprentissage technique de la production d'information, elle se fait toujours avec une réflexion, avec des connaissances. Si on fait un sujet, je vous parlais tout à l'heure de la session faits divers, il faut comprendre la chaîne pénale, par exemple, comment ça marche. Même si on n'a pas fait d'études de droit, un journaliste, il doit quand même savoir utiliser le bon vocabulaire s'il va couvrir un procès, ne pas raconter n'importe quoi, etc. Donc il y a toujours un apport de connaissances au fil du temps et au fil de la scolarité. Donc ça peut se faire à Sciences Po, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais ça se fait aussi à l'école avec par le biais de conférences où on peut faire venir des chercheurs sur certains thèmes qui sont toujours des thèmes d'actualité. Évidemment, on n'est pas hors sol, on est quand même en lien avec l'actualité. On travaille beaucoup la déontologie et les bonnes pratiques journalistiques, c'est extrêmement important que les journalistes aient des pratiques vertueuses de leur métier. Il y a pas mal d'enseignements autour de l'IA, évidemment, maintenant, c'est-à-dire à la fois utilisation des outils qui existent. En général, nos étudiants savent utiliser pas trop mal maintenant les outils d'intelligence artificielle. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi de réfléchir à ce qu'on fait et quelles sont les implications dans la profession, quelle est une utilisation éthique et morale de l'IA quand on produit de l'information, etc. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Donc, on met en contact nos étudiants avec des gens qui ont réfléchi à tout ça, soit au sein des rédactions, soit sur l'IA en général, puisque évidemment, c'est des questionnements qui traversent pas seulement la profession de journaliste, qui questionnent évidemment pas mal de secteurs d'activité. Et toujours la culture générale, puisque par définition, la culture générale, elle s'enrichit tout au long d'une vie, donc a fortiori quand on est dans une école de journalisme. La porosité avec la profession, la proximité avec la profession, ce sont aussi ses enseignants. On a à peu près 80% de nos formateurs et formatrices qui sont des journalistes professionnels en activité, donc qui viennent 1 jour, 2 jours, 3 jours, des sessions d'1 semaine, encadrer nos étudiants sur certaines techniques journalistiques.
et qui quittent donc leur rédaction pour le même temps, et ils viennent consacrer un peu de leur temps à la transmission du métier, encore une fois, technique, mais aussi de réflexion autour de la production d'informations et autour de la culture du métier. C'est pour ça qu'on est assez vigilant à ce que nos formateurs représentent de façon la plus diverse possible la profession. Donc on a bien sûr des journalistes qui viennent de tous les types de médias, radio, télé, écrit, etc. On essaye d'être vigilant à la parité homme-femme. Alors on a la chance d'avoir une profession qui est assez paritaire, parce qu'il y a globalement autant de femmes journalistes que d'hommes journalistes quand on fait les comptes chaque année sur la carte de presse, les cartes de presse qui sont distribuées, on est toujours, on est à peu près paritaire, donc on essaye d'être vigilant là-dessus. Paris, province, génération aussi, parce que vous pouvez trouver dans l'équipe de formateurs à l'école des journalistes qui travaillent déjà depuis un bon moment, qui ont peut-être travaillé avec d'autres techniques professionnelles, mais qui ont la culture du métier, qui ont fait, si je reprends l'exemple par exemple de la chronique judiciaire, qui ont couvert depuis 20 ans les plus grands procès en France, ils ont une expérience qui est quasi humaine et professionnelle, mais aussi quasi humaine, de compréhension de cette thématique-là, qui est extrêmement utile pour les étudiants. Mais vous pouvez aussi avoir parfois des formateurs, des jeunes formateurs ou formatrices qui sont sortis de l'école. Alors, tous nos formateurs ne sont pas des anciens de chez nous, mais il y en a qui sont sortis de l'école il y a 3 ou 4 ans, mais qui, dans leur domaine, ont une expertise qui est extrêmement intéressante de partager avec les étudiants. Donc, on essaye d'avoir le plus possible une diversité dans l'équipe de formateurs et de formatrices. Et donc, il y a une équipe pédagogique permanente à l'école, de gens qui sont salariés. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à les rencontrer. Ils sont répartis des deux côtés dans le hall de l'école. Et pour le master, c'est de ce côté-là. Et donc, qui sont des journalistes professionnels qui ont travaillé un certain nombre d'années en rédaction. Pierre vient de Radio France. Moi, je viens de La Voix du Nord. On a été pendant longtemps journaliste en poste. Et à un moment, donc, on rejoint une école pour former la relève, si on peut dire. Et donc, c'est le cas de mes collègues aussi que vous pourrez rencontrer. Et donc, ça, c'est aussi une garantie de proximité avec la profession, puisque nous concevons les cursus et nous sommes professionnels, en fait. Donc, il n'y a pas de professeur de journalisme comme une matière qu'on pourrait trouver dans d'autres thématiques. Ce sont des professionnels. Proximité avec la profession, je ne reviens pas sur l'alternance. Si vous avez des questions après sur l'alternance précise, je pourrais y répondre. J'en ai parlé tout à l'heure. Et il y a bien sûr dans le cursus, les 2 années de cursus, un certain nombre de stages obligatoires qui font partie du cursus. Le premier étant le stage en presse régionale entre les 2 années. Donc la première année de M1, je vous rappelle, une année à temps complet à l'école. Il n'y a pas d'alternance en M1. Ensuite, on fait 2 mois en presse régionale, où là, on est sous une convention de stage, mais très concrètement, en fait, on remplace les journalistes qui sont en vacances l'été. Donc, ça veut dire que là, on est vraiment mis en situation, responsabilisé. Voilà. Donc, c'est un moment où nous, on le voit très bien, que les étudiants qu'on quitte en mai et qu'on revoit revenir en septembre ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ces 2 mois d'expérience dans une rédaction sont extrêmement profitables pour eux dans le cadre de leur formation. Quand on est en 2e année, il y a des piges qui sont possibles le week-end, donc à Radio France, à La Voix du Nord, dans un certain nombre de médias, les étudiants peuvent faire des piges. Et puis, en fonction de l'actualité et des projets qui sont proposés aux étudiants, il y a des projets qui sont en lien avec des rédactions. Par exemple, je vous en cite un. Là, donc, vous savez qu'au mois de mars, il y aura les élections municipales. Donc, nos étudiants de Master 2 vont travailler sur l'élection municipale. On va faire les élections municipales. On va faire 2 soirées électorales. Ils vont alimenter un site. Ils vont faire des émissions de radio, des émissions de télévision, etc. autour des municipales. Et on est en train de discuter avec Médiacité, que vous connaissez peut-être, qui est un site d'investigation locale, qui a une antenne à Lille. Et donc, il y a peut-être des sujets de nos étudiants qui vont paraître dans les colonnes de Médiacité. Et en échange, Médiacité va mettre à notre disposition et va nous proposer un encadrement de certains de leurs journalistes qui vont venir accompagner les étudiants dans le cadre de ce projet. Vous voyez, donc quand on peut le faire et que l'actualité le permet, on essaye de faire des projets qui sont vraiment le plus en lien possible, le plus proche possible de ce qui se passe réellement dans les rédactions. Et donc, c'est le cas, avec une petite vigilance quand même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un échange. L'idée, c'est pas que
on propose aux rédactions de faire travailler gratuitement nos étudiants, ce qui leur éviterait d'embaucher des journalistes à terme. Donc voilà, on a une petite vigilance par rapport à ça. On essaye que ce soit un échange équilibré, c'est-à-dire effectivement nos étudiants travaillent et peuvent éventuellement alimenter un média, mais en échange, on a des journalistes professionnels qui viennent accompagner ces étudiants pour qu'ils progressent, quoi. Voilà, on essaye de faire des choses on va dire moralement acceptable. Et surtout, le dernier point, et c'est extrêmement important, je vous parlais d'une équipe pédagogique d'une dizaine de journalistes, c'est beaucoup. On est 35 salariés à l'école, donc une bonne partie des salariés de l'école sont des journalistes professionnels. Et ça, c'est le choix que l'école fait, c'est qu'il y ait un encadrement individuel des étudiants et qui prend beaucoup de temps et auquel on tient beaucoup, parce que c'est un accompagnement qui permet à la fois d'avoir bien en tête les contraintes de la profession et les contraintes de la situation économique des médias, c'est-à-dire il faut les avoir en tête, et ça c'est notre responsabilité, et de pouvoir accompagner les jeunes dans un projet qui est leur projet en fait. Et c'est un travail de 2 ans qui se fait avec beaucoup d'entretiens individuels, la mise en relation avec les rédactions. Nous, on a fait le choix ici à l'école de centraliser tout ce qui était les demandes de stage ou les demandes d'alternance, etc., pour permettre une certaine forme d'équité entre les étudiants et les étudiantes. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'arrivent ici à l'école des gens qui, dans leur environnement, ont absolument aucun contact dans les médias, n'ont pas de journalistes autour d'eux, etc. Voilà. Il y a aussi des jeunes qui arrivent avec un réseau. C'est le mélange d'ailleurs de tous ces étudiants-là qui fait la richesse d'une promotion en général. Mais nous, on souhaite que, y compris des étudiants qui n'ont pas de réseau, puissent aller dans les médias qui les intéressent et puissent montrer leurs compétences dans l'ensemble des médias. Donc du coup, on fait ce choix de centraliser. Évidemment, on le fait dans le cadre d'entretiens individuels, beaucoup avec les étudiants dans les discussions, etc. Mais c'est nous qui contactons les médias, par exemple pour dire, voilà, est-ce que vous allez ouvrir cette année des postes en apprentissage? Oui, ok. Comment ça marche? Vous voulez recevoir des CV? Ok. À quelle date? Ok. Et donc on dit à l'ensemble de nos étudiants, voilà, par exemple, je vais prendre le cas de Mediapart, voilà, les alternances pour Mediapart, ça sera à telle date. Si ça vous intéresse, vous envoyez un CV. Et puis après, on suit le fil du recrutement. Donc parfois, il y a un entretien, parfois, il y a des tests d'actualité, parfois, il y a toutes sortes de choses. Pour l'audiovisuel, il faut souvent produire des maquettes, donc il faut montrer qu'on sait faire un reportage radio, qu'on sait filmer, etc. Et donc pareil, c'est très encadré par les responsables pédagogiques qui visent un peu tout ça et qui disent ouais, bah là ton sujet, si tu présentes ça pour la bourse, pour entrer à Radio France, ça va pas marcher, il faut que tu refasses ton sujet, etc. Enfin voilà, il y a cet accompagnement-là qui est assez chronophage et qui explique pourquoi il y a pas mal de journalistes dans l'équipe pédagogique et voilà, et donc je vous invite à aller discuter avec eux ensuite si vous le souhaitez. Donc là, j'ai rassemblé quelques éléments de ces dernières années en termes d'insertion professionnelle, à la fois sur la partie statut. Tout le monde sait ce que signifie un pigiste. Un pigiste, c'est un journaliste salarié, mais qui a plusieurs employeurs, comme un freelance, en fait. Ça existe dans pas mal de professions. Donc, il travaille, il est payé en salaire, ou en tout cas, il se bat pour être payé en salaire. Et il peut avoir plusieurs employeurs. Il peut piger pour tel média, pour tel autre média. C'est le cas aussi souvent des correspondants à l'étranger, qui, en général, sont pas, pour la plupart d'entre eux, dans une rédaction, mais travaillent comme correspondants pour, je sais pas, France 24, RFI, Le Monde et puis un journal belge, par exemple, et ils ont une espèce de portefeuille de plusieurs employeurs comme ça, donc ça marche comme ça. Puis après, donc, vous avez les statuts, et donc on voit effectivement qu'il faut un petit peu de temps post-sortie d'école pour sécuriser un emploi de journaliste. C'est-à-dire que globalement, la quasi-totalité de nos étudiants en sortie d'école sont journalistes, travaillent dans une rédaction, comme pigistes, en CDD, parfois en CDI. Il y a des CDI en post-sortie d'école, mais c'est plus minoritaire. Et puis au fur et à mesure des années qui passent, évidemment, on sécurise son emploi en restant parfois dans telle ou telle rédaction. Par rapport à l'attrait globalement des types de médias,
On a à peu près 40% de nos étudiants qui, à la sortie, travaillent dans l'image, donc à la télévision ou bien sur des sites qui font de la vidéo. Ça, c'est les postes qui sont les plus demandés aujourd'hui dans les rédactions, la vidéo. Voilà. On ne sait pas forcément comment l'expliquer. Je pense que les générations qui arrivent aujourd'hui dans les écoles de journalisme sont des générations de l'image, donc ce n'est pas complètement étonnant. Accessoirement, la télé est un secteur d'activité qui rémunère mieux les journalistes que peut-être d'autres secteurs d'activité. C'est sûrement un élément aussi qui doit jouer. En tout cas, la répartition, elle est à peu près comme celle-là. Là, on a fait le choix de séparer presse écrite et numérique, mais dans la réalité, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, par exemple, si vous entrez au Monde, vous n'allez pas être étiqueté presse écrite ou numérique. En fait, vous allez rentrer au Monde et il y a des papiers qui passeront sur le site et des papiers qui passeront sur le papier. En fait, on ne distingue pas forcément aujourd'hui les choses. Et après, vous avez des jeunes journalistes qui ne veulent faire que de l'écrit papier et qui vont travailler dans des revues de journalisme, par exemple, que vous connaissez sûrement, 21, Cometa, ou des hebdos, etc., qui font plutôt du long format, etc. Donc c'est une minorité, mais une minorité qui existe tous les ans, à peu près dans les mêmes proportions, quoi, qui ont cet intérêt pour l'écrit. Je continue. Je pourrais revenir sur chacun de ces éléments. Là, je fais un portrait assez large. Pour intégrer le master de l'école, je vous l'ai dit, il faut une licence ou 180 ECTS. Donc ça, c'est nécessaire, c'est un prérequis avant de s'inscrire. Vous comprenez bien pourquoi, puisque c'est un master ici, donc il faut avoir une licence avant pour être dans la logique du parcours universitaire. Le recrutement est assez sélectif. On a, grosso modo, alors, les années dernières, les années précédentes, je ne sais pas ce qui va être le cas en 2026, mais on a à peu près 1000 dossiers. On voit à peu près 200 candidats à l'oral et dans nos promotions, on a 75 étudiants. À l'intérieur de ces 75 étudiants, on a des journalistes internationaux et des journalistes qui sont recrutés via une entrée un peu spécifique parce qu'ils ont une formation scientifique et qu'on souhaite aussi former des scientifiques au journalisme. On pense que c'est important. Voilà, donc grosso modo 1000 dossiers avant l'admissibilité, 200 qui vont passer les oraux d'admission et puis en bout de course, donc 75 qui vont intégrer le master. Donc vous avez les deux éléments d'admissibilité, d'admission, j'y reviendrai après. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'en fait, il faut se préparer. C'est-à-dire que ce concours, ce recrutement ne se passe pas comme ça en se disant « tiens, pourquoi pas ?» Et si j'y allais, alors on peut toujours le faire, il y a des gens peut-être qui peuvent y arriver comme ça. Moi, je conseille plutôt assez vivement de se préparer. Et quand on se prépare, c'est-à-dire que quand on se donne les moyens, c'est un concours qui est accessible. Il y a une partie des candidats qui le passent une deuxième fois. C'est pas du tout minoritaire. Qui s'essaient éventuellement la première fois, voir un peu à quelle sauce ils vont être mangés, comprendre un petit peu ce qu'on attend d'eux. Évidemment, pas mal qui réussissent la première fois. Mais en tout cas, il faut se préparer à ce qu'on attend d'un candidat. Et je reviendrai là-dessus si ça vous intéresse, de savoir ce qu'on attend des candidats. Donc il y a une phase d'admissibilité. Donc la partie administrative, les candidatures sont ouvertes aujourd'hui. Donc il y a une inscription administrative, ça c'est tout bête, c'est des éléments administratifs pour constituer le dossier. Et ensuite, vous allez devoir remplir un dossier dans lequel on va essayer de repérer plutôt des profils, des personnalités, des parcours en fait jusqu'ici. Donc dans ce dossier, il faut vraiment alimenter ce dossier avec tous les éléments qui vous amènent à penser que ça peut intéresser un jury d'une école de journalisme, c'est-à-dire ce que vous avez pu faire en termes d'études, en projet personnel en lien avec vos études, mais aussi en projet personnel qui n'ont rien à voir avec vos études, c'est-à-dire si vous avez des engagements associatifs, humanitaires, sportifs. Globalement, on attend des journalistes qui soient ouverts sur la société, qui essayent de comprendre le monde qui nous entoure. En fait, globalement, c'est un peu ce qu'on attend d'eux. Donc nous, on va essayer de repérer dans ce dossier ce que le candidat ou la candidate a pu mettre en place pour finalement faire partie de cette société et de la comprendre. En fait. Donc il faut vraiment valoriser tout ce que vous avez pu faire comme activité, etc., qui ont du sens par rapport à ça. Donc, ce n'est pas seulement une liste de stages. Et pour ceux qui n'ont pas pu faire de stage, ce n'est pas forcément grave, je le précise. Ce n'est pas forcément c'est pas le critère d'élimination ou de sélection. C'est tout un ensemble, avec aussi un élément qui me paraît important.
c'est la connaissance de ce métier qu'on peut effectivement acquérir en faisant des stages, mais qu'on peut aussi acquérir en discutant avec des journalistes, en lisant les rubriques médias des journaux, en lisant des livres de journalistes, etc. Dans quoi on met les pieds, en fait. C'est ça que nous, on va aussi essayer de comprendre dans une candidature. Est-ce que c'est une toca il y a une semaine, ou est-ce que c'est un projet qui a commencé à se construire déjà il y a un petit moment? Est-ce qu'on s'est donné les moyens? Est-ce qu'on a mis des éléments pour comprendre, essayer d'alimenter tout ça, etc. Et c'est tout ça que vous allez pouvoir présenter dans ce dossier et qui va nous servir à sélectionner les candidats pour la partie admission. Et donc, pour la partie admission, donc, on a changé cette année. Donc, jusqu'en 2020, tout le monde venait à l'école pour passer les écrits d'admissibilité, puis revenait pour ceux qui étaient sélectionnés pour faire un oral d'admission. En 2020, je vous fais pas je développe pas. Vous vous souvenez ce qui s'est passé. On a dû évidemment changer notre mode de recrutement au printemps 2020, et on a conservé ce mode de recrutement jusqu'à l'année dernière. Donc, tout à distance, le dossier à distance et l'oral à distance. Et puis, on a beaucoup réfléchi. Et dans plein de directions sur notre manière de recruter. Est-ce qu'il y avait des choses à modifier? Et on était un peu frustrés du fait qu'avec les candidats, il n'y avait pas vraiment de rencontre. On restait à distance et les échanges étaient comme sont les échanges à distance. Hein, c'était pas forcément dramatique, mais voilà. On a réfléchi à une autre formule. On a gardé la distance et le dossier pour la partie admissibilité. Donc grosso modo pour à peu près 1000 candidats. Et on a fait le choix de proposer aux étudiants qui étaient donc admissibles de venir à l'école une journée pour défendre leur dossier, pour défendre leur projet en direct, en fait. On s'est dit que, voilà, peut-être que c'était le moment de revenir à cette rencontre un petit peu humaine. Donc, ça va passer de la manière suivante. Donc, ce sera au mois de mai. Donc, l'étudiant ou l'étudiante admissible sera convoqué une journée pendant le mois de mai. Il y aura des épreuves écrites sur table dans lesquelles, globalement, on va vérifier le niveau de français, les connaissances en actualité et la capacité de narration sous la forme d'un texte écrit libre, mais pour voir si on sait raconter une histoire, globalement, avec un début, une fin, un milieu, à peu près cohérent et à peu près bien écrit avec du vocabulaire, pour dire les choses assez rapidement. Il y aura un oral d'anglais qui se fera aussi pendant cette journée. Une nouvelle épreuve qu'on appelle mise en situation professionnelle, c'est-à-dire que par petits groupes, on va proposer une situation qui est inspirée de la profession, donc un cas d'école, et on va observer comment le groupe travaille et comment ces qualités qui nous paraissent importantes de travail en collectif, de solidarité entre les étudiants, de créativité, de capacité à ne pas laisser des gens de côté, etc., elle est mise en mouvement par ce groupe, en fait. Donc c'est une épreuve qui ne va pas être notée, mais qui va être observée par le jury pour repérer un petit peu les qualités de vie en collectif. Parce que finalement, le métier de journaliste, c'est un métier qui est à la fois un métier assez individuel dans une partie de son temps, c'est-à-dire quand vous allez sur le terrain, vous êtes assez régulièrement seul, quand vous écrivez votre papier, vous êtes devant votre ordinateur, mais à un moment, vous êtes avec des collègues, avec parfois d'autres catégories de métiers, des gens qui vont faire, je ne sais pas, la direction artistique du média, des gens qui vont monter votre sujet, etc. Donc c'est extrêmement important de pouvoir travailler en groupe, en fait, dans le collectif. Et quand avant de faire cette réforme du concours, on a fait une espèce d'audit avec des intervenants, des médias, etc. Il y avait, je vous le dis, il y avait un élément qui revenait comme prérequis indispensable, absolu, c'était la maîtrise du français. Voilà, personne n'a estimé que c'était secondaire, donc voilà, je vous le dis, je le pose. Et le deuxième, c'était la capacité à travailler en collectif et finalement être un journaliste avec qui on a envie de bosser, quoi. Voilà. Ça, c'est le deuxième élément qui arrive tout de suite dès qu'on interroge des professionnels, des rédactions, des étudiants, des formateurs, etc. Donc, par cette épreuve, on va essayer de pouvoir observer cet élément. Encore une fois, sans faire de la psychologie, sans faire de jugement de valeur, etc. Mais juste voir dans quelle manière ce groupe arrive à travailler ensemble.
Et puis bien sûr, tout ça se terminera par le traditionnel oral de motivation. On aura l'ensemble de ces éléments et on proposera au candidat ou à la candidate de défendre son dossier, en fait, de défendre son projet, voilà, sous la forme de cet oral qui est assez classique finalement, mais qui existait jusqu'ici, donc à distance, et qui là se fera en vis-à-vis. Je répondrai s'il y a des demandes de détails par rapport à tout ça, d'autant que c'est nouveau pour cette année. Donc je vous ai remis les dates, vous les retrouverez aussi sur le site de l'école. Donc les inscriptions administratives, elles sont ouvertes aujourd'hui. Elles sont ouvertes jusqu'au 3 février. Alors on a des candidats qui parfois sont un peu joueurs, donc ils s'inscrivent le 2 février à 23h50. Moi, je trouve ça audacieux, mais bon. Voilà, en tout cas, le 3 février à minuit, c'est fini. Ensuite, tous les candidats dont l'inscription aura été validée sur le plan administratif recevront un lien avec des consignes pour constituer le dossier pédagogique. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la partie admissibilité, celle où vous devez montrer qui vous êtes, en fait, ce que vous avez mis en place et ce que vous avez mis en œuvre. Donc, vous aurez une semaine pour réaliser ce dossier pédagogique. Je vous invite, encore une fois, à pas forcément le faire au dernier moment, c'est-à-dire qu'il y a assez de chances pour qu'on vous demande un CV, par exemple. Donc, le CV, ça peut se préparer un petit peu en amont. Si vous devez réunir des pièces, si vous avez produit des sons, des images, des textes dans le cadre d'un stage, dans le cadre d'un projet étudiant, etc., voilà, mettez-vous ça de côté un petit peu en amont. Enfin, faites pas tout au dernier moment, quoi. Parfois, on est pris par le temps. Les résultats, donc le 20 avril, convocation pour une journée entre le 4 et le 29 mai. Les résultats d'admission début juin, le 3 juin. Et ensuite, les candidats ont quelques jours pour valider leur inscription, dans le sens où parfois, et je vous le souhaite, les candidats, les candidates réussissent plusieurs concours et se posent alors la question finalement, qu'est-ce que je décide ? Alors parfois, la décision est déjà bien prise en amont parce qu'on a une école de cœur. Parfois, on hésite. Alors, sur les critères qui font qu'on fait des choix quand on a plusieurs écoles, il y a souvent quand même la localisation, le fait de vouloir vivre à Paris ou de ne pas vouloir vivre à Paris ou de ne pas pouvoir vivre à Paris aussi. Ça, c'est un élément qui peut compter. Bien sûr, il y a des spécificités dans les écoles, les 15 cursus reconnus. Globalement, on a un référentiel commun, mais évidemment, chaque école a sa spécificité, son mode de fonctionnement, son équipe pédagogique, etc. Donc, c'est un élément qui peut entrer en ligne de compte. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord avec les 15 écoles, écoles qui sont reconnues par la CPNEJ, avec cette date qui est la deadline, en fait, et qui est le 9 juin, et qui donc, pour demander aux candidats de valider leur inscription dans une école, parce que si vous êtes dans une autre école, du coup, vous libérez une place pour les listes d'attente, etc. Enfin, c'est toute une organisation. Voilà. Donc, voilà, grosso modo, le calendrier pour cette année 2025-2026, pour rentrer, donc, septembre 2026. Pour candidater, donc pour le dépôt du dossier, l'inscription administrative, il y a des frais de dossier qui sont dégressifs en fonction du niveau de bourse. Et donc, comme cette année, cette nouveauté qui est de proposer aux candidats de revenir à Lille pour passer la partie admission du recrutement, on s'est dit que peut-être pour certains ou certaines, il y aurait pu avoir un frein sur le plan économique, puisqu'évidemment, un transport, ça peut être coûteux. On a fait le choix donc de proposer un remboursement des frais de transport et d'hébergement pour les boursiers sur critères sociaux. Donc, il y aura une indemnisation sur ce plan-là, si jamais c'était un frein pour certains candidats. En tout cas, on ne veut pas que des gens ne viennent pas chez nous parce qu'ils ne peuvent pas se permettre un déplacement à Lille, quoi. Ce serait dommage et ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Donc voilà, ces éléments financiers. Peut-être redire rapidement, mais voilà, que Pierre l'a dit tout à l'heure, les valeurs autour de la profession. Il y a aussi des valeurs autour de l'école, parce qu'on passe 2 ans dans une école. Donc, c'est une vie de groupe aussi, avec tout ce que ça peut supposer. Donc, on a une charte d'éthique et du respect d'autrui depuis 2019, et on veille à ce qu'elle soit respectée à tout niveau, à la fois par les étudiants, mais aussi par les formateurs, mais aussi par les salariés de l'école. On travaille beaucoup sur cette politique d'égalité, de lutte contre les discriminations. On est attentif à la qualité de vie des étudiants, de façon assez, avec beaucoup d'humilité, parce que tout ça, évidemment, n'est pas simple, mais en tout cas, on fait attention à ces sujets-là. Les étudiants sont
actifs aussi dans les instances représentatives de l'école, le conseil d'administration, le conseil pédagogique, le conseil des étudiants. Ils sont présents, font des propositions et c'est intéressant. Voilà, l'école a signé en 2022 la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Vous en avez peut-être entendu parler, on en a beaucoup parlé à ce moment-là. On essaye de faire en sorte de pas seulement avoir signé un papier, mais d'essayer d'appliquer autant que faire se peut dans notre politique et dans la vie quotidienne de l'école ces questions-là. Par exemple, c'est un sujet que l'on aborde quand on propose des projets aux étudiants, par exemple, et le fait d'y aller en avion ou pas en avion, par exemple, si c'est un déplacement à l'étranger. Voilà, par exemple, le magazine des étudiants, depuis quelques années, les étudiants font le bilan carbone de leur magazine, par exemple. Et comme ça, on peut faire des comparaisons d'une année sur l'autre en fonction des sujets. On essaye de mettre en application, comme dans les rédactions, d'ailleurs, ça se fait. Hein, la plupart des rédactions ont signé cette charte et essayent d'appliquer ces principes-là dans leur quotidien. Et évidemment, ce qui est extrêmement important pour nous, et Pierre l'a dit, je ne vais pas le redire, mais ça correspond aux valeurs du métier et aux bonnes pratiques professionnelles. Donc il y a des chartes internationales qui régissent la profession de journaliste. Donc elles sont évidemment portées à la connaissance des étudiants. Et on travaille beaucoup sur des cas d'école, comment, dans telle situation, quelle est la bonne pratique, etc. Et puis voilà, tout ce qui est important pour nous, les faits, la fiabilité des sources et aussi le respect des personnes qu'on interviewe. Quand on est journaliste, c'est pas du tout anodin de respecter des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être interviewés par les journalistes. Voilà, tous ces éléments-là. Donc, il y a beaucoup d'infos sur le site de l'école aussi, si vous souhaitez avoir des détails. Il y a de nouvelles portes ouvertes le 31 janvier, mais bon, il pourrait y avoir quand même des redites par rapport à ce qu'on s'est dit aujourd'hui. J'imagine qu'il n'y aura pas de nouveautés d'ici là, mais bon, vous pouvez en parler autour de vous éventuellement. Et puis, il ne faut pas hésiter à nous contacter parce que nos adresses mail sont sur le site de l'école et on répond assez volontiers aux questions individuelles parce qu'il y a parfois des cas particuliers, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions, ce que vous allez peut-être faire là maintenant, mais que vous pouvez faire aussi par la suite, si jamais ça vous vient dans les semaines qui viennent. Voilà, j'ai été un peu vite, mais voilà, je vous ai dressé un tableau assez général de la situation. Et là maintenant, s'il y a des questions plus précises, on peut répondre. Bonjour, merci beaucoup déjà pour l'intervention. Vous avez parlé de 200 candidats sélectionnés pour l'oral sur les 1200 qui ont candidaté. Et là, avec le changement de modalité du concours, vous pensez qu'il y aura autant de, plus ou moins d'élèves pour cette journée intégrale En fait, alors nous, on est organisé de telle manière à pouvoir recevoir 200 personnes sur le mois de mai. C'est-à-dire que ça, évidemment, ça a été anticipé, quoi. Comment ? Plus on voit des gens à l'oral, plus c'est sélectif, en fait. Là, globalement, on prend un candidat sur 3 par rapport aux étudiants admissibles. Ça nous paraît honnête et à taille humaine pour nous aussi, parce que tout ça, évidemment, on prend beaucoup de temps. Au mois de mai, on a encore des étudiants, hein, les M1 sont là, enfin, l'école est en activité, donc on a d'autres choses à faire en parallèle. Par contre, le nombre de candidats, chaque année, c'est un peu... on ne sait jamais exactement combien on va avoir de candidats. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est une profession, je ne vous l'apprends pas, qui est assez décriée. Hein. Notre code de popularité a déjà été meilleur. C'est pas... Voilà, les médias sont, je le dis en souriant, mais en fait, c'est pas vraiment marrant, mais les médias sont très contestés. Il y a une forme d'hostilité parfois aussi de la part des citoyens, du public. Hein. C'est pas forcément évident. Néanmoins, chaque année, on a énormément de jeunes qui souhaitent intégrer une école de journalisme et qui ont envie de faire ce métier. Donc, on est plutôt contents. Pour faire le lien avec votre question, la réforme du concours d'entrée n'entraîne pas une baisse du nombre de candidats qu'on verra à l'oral. Il n'y en aura pas moins que l'an dernier. C'est ce que Corinne vient de dire. On restera sur à peu près 200. Mais on ne sait pas au départ s'il y en aura 1000, 1200, 800. On est depuis quelques années très stable par rapport à ça, quoi, à 50 ou 100 près, mais c'est assez stable. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais savoir, concernant l'inscription, on peut s'inscrire sur Mon Master et sur le site de l'ESJ ? Non. Non ?
Alors, on n'est pas du tout dans le dispositif Mon Ok. Master. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. On a une dérogation, enfin l'ensemble des 15 cursus reconnus par la profession a une dérogation du ministère de l'Enseignement supérieur. Et vous ne passez pas par Mon Master pour vous inscrire. Vous passez... Pour les 15, non. Alors après, il y a 2 BUT. Je ne sais pas trop comment ça marche. Lannion et Cannes, c'est des BUT. À mon avis, c'est Parcoursup. Ouais, c'est un peu différent pour ces deux-là. Mais sinon, pour les 13 autres, c'est une inscription directe sur les sites de l'école. On ne passe pas par Mon Master. Voilà. Je le dis en souriant. Je ne sais pas si c'est... Je pense. Oui. Bonjour, je suis belge et je me demande comment ça se passe pour le concours pour les étudiants internationaux au niveau des dates, au niveau des épreuves aussi. J'ai entendu que du coup c'était entièrement à distanciel. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus, s'il vous plaît? Oui, alors en effet, on a donc depuis toujours, l'école a accueilli des étudiants à l'international. Donc, par définition, ça a toujours été à distance. Enfin, alors, je ne vous parle pas de temps anciens où ça se faisait dans les ambassades de France parce que la technique ne nous permettait pas de faire autrement. Mais voilà, ça fait quand même un petit moment que ça se fait à distance. Donc, en effet, pour les internationaux, on va garder ce modèle-là, puisque pour la plupart d'entre eux, alors vous êtes belge, effectivement, on n'est pas très loin. Mais pour pas mal d'étudiants, il y a une distance assez éloignée. Donc, ça ne permet pas de faire venir les gens en présentiel. Donc, on va garder les modalités d'inscription de concours qui étaient celles qui existaient l'année dernière pour les étudiants internationaux et également pour les étudiants français, je le précise, qui, pour des raisons liées à leur parcours universitaire ou des raisons professionnelles, seraient éloignés de la métropole au moment du concours, en fait. C'est-à-dire c'est des gens qui sont en Erasmus, en échange universitaire ou qui font dans le cadre de leurs études un stage dans une rédaction aux États-Unis. On ne va pas les faire revenir pour le concours. Donc, dans ce cas-là, ils basculeront aussi à distance. Et au niveau des dates, on reste Alors, aussi au niveau du sur le calendrier que je vous ai mis tout à l'heure, donc que je vais remettre pour me le remettre bien en tête, jusqu'au 20 avril, c'est la même chose. Et les oraux ont lieu fin avril, donc ont lieu un tout petit peu avant la date du 4 au 29 mai. Mais bon, là, comme c'est à distance, on a plus de souplesse quoi, pour s'organiser. Désolée, j'ai encore une question. Mais il n'y a pas de problème. Et du coup, il y a plusieurs épreuves en présentiel. Est-ce qu'on a aussi ces épreuves à distance? Alors, pas la totalité des épreuves, en fait. On va vérifier le niveau de français en direct live. Bon, vous concernant, on n'aura pas trop d'inquiétude, mais on vérifie ça donc, pendant le moment du concours. La connaissance de l'actualité, c'est un oral d'actualité, c'est-à-dire qu'on va proposer tel et tel sujet au candidat et on va lui demander les réponses aussi en direct. Voilà. Donc, il n'y aura pas, par exemple, la mise en situation, elle n'est pas possible quoi, à distance, donc elle n'aura pas lieu, mais le niveau d'anglais aussi sera demandé et le niveau de français vérifié à distance. Devant, il y a une question. Bonjour. J'avais des questions à propos des modalités de concours pour la journée en mai. Concrètement, les épreuves écrites, comment elles vont se dérouler? Est-ce que c'est par exemple un test d'actu, un QCM? Est-ce que c'est une dictée pour le français? L'oral d'anglais, comment ça va se passer? J'ai lu que c'était par binôme. Comment ça va se passer? C'est une discussion ou autre voilà. Ok, donc effectivement, les candidats sont convoqués sur la journée complète, hein, ça ne débordera pas ni avant ni après. On va commencer par un accueil, et après il y aura 3 épreuves écrites sur table. Donc on va tester le français, la capacité de narration d'écrire un texte, donc ça sera un texte libre, hein, c'est un peu classique, et les connaissances d'actualité. Alors, elles ne sont pas encore réalisées, hein, ces épreuves, donc de toute façon, je ne vais pas, et même si elles étaient, je pense que je ne vous donnerai pas trop de détails, mais globalement, à la fois, il y a des questions qui sont des questions un peu précises et un peu rapides, et à la fois, on va aussi chercher à évaluer la capacité du candidat ou de la candidate à analyser une situation d'actualité. C'est-à-dire, ce n'est pas que du bachotage, quoi, hein, d'apprendre toutes les capitales d'Afrique et tout ça, bon, vous pouvez si vous voulez, ça sert toujours, mais ce n'est pas forcément... ce qu'on va vérifier. C'est toujours en lien avec l'actualité, mais c'est aussi la capacité à analyser un sujet d'actualité, etc. Donc, peut-être tu veux compléter sur l'actu On est plus dans la compréhension de l'actualité que de la connaissance. Voilà. Donc, sur des grands sujets internationaux, est-ce que vous avez compris pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça, plus que est-ce que vous le savez?
Et Les enjeux, quoi. Ce que vient de dire Corinne, hélas, bon, ça fait allusion, ça ne vous concerne pas, à ceux ou celles qui ont passé le concours il y a 15-20 ans. On avait parfois, si vous avez retrouvé des annales, mais c'était quasiment le prénom du sous-ministre de l'Agriculture de Tadjikistan. Enfin, voilà, que je revois, dans l'ensemble des écoles de journalisme, il y avait cette volonté-là, elle n'est plus du tout là. C'est absolument pas ce qu'on vous demande. Ça, je peux vous garantir que ce genre de question ne sera pas posée. En revanche, encore une fois, j'insiste sur la notion plus de compréhension plutôt que de connaissance de détails de l'actu. C'est pas ça, ce qui en gros nous intéresse pas tellement de savoir si vous avez ces détails-là. En revanche, si votre capacité à comprendre un sujet d'actualité, à l'inscrire dans d'autres problématiques plus larges, ça c'est quelque chose qui... Et comment vous mobilisez vos connaissances ? Que ces connaissances, elles sont réelles, mais comment vous les mobilisez pour produire un texte d'un feuillet, par exemple, qui va faire qu'à la lecture de... Voilà, on se dit, bah oui, il a compris les enjeux en Ukraine, à Gaza, l'arrivée de Trump, etc. Enfin bref, sur ces grands sujets-là, voilà. C'est un peu ça. L'oral d'anglais, je pense qu'il y aura 2 candidats, un prof d'anglais et une discussion qui permet de voir si l'anglais est fluide, c'est-à-dire que globalement, on ne demande pas un niveau d'anglais exceptionnellement élevé, mais on part du principe qu'aujourd'hui, un journaliste, il doit parler un anglais minimum pour pouvoir lire la presse anglo-saxonne, comprendre des sujets sur la BBC, interviewer un sportif américain, etc. Enfin voilà, ce niveau d'anglais un peu minimum, et que globalement, dans les grandes lignes, ont nos étudiants, qui correspond quand même globalement au niveau d'anglais d'un étudiant aujourd'hui qui a un bac plus 3, 4. Voilà. Alors après, il peut y avoir parfois, évidemment, il y a des gens qui sont plus à l'aise parce que par chance, ils ont pu bénéficier de programmes d'échange universitaires ou bien une famille qui leur a permis de voyager, etc. Donc évidemment, on n'est pas égaux par rapport à la maîtrise de l'anglais encore aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vérifie. Et voilà. Non. Y a-t-il des épreuves éliminatoires ? Je repose la question pour que tout le monde l'entende. La réponse est non. Non. C'est un ensemble, en fait. Vous voyez bien dans ce que j'ai décrit, on essaye vraiment de voir une personnalité, un ensemble, un certain nombre de compétences, avec des atouts et peut-être des faiblesses. Et on peut avoir des faiblesses quand on démarre. C'est pas... Bonjour. Bonjour. Au niveau des dossiers d'admissibilité, est-ce qu'on reste sur les mêmes formats que l'année dernière, à savoir des questions auxquelles il faut répondre en 1500 signes à peu près ? Alors, on va plus être cette année sur le dossier où on va vous demander d'expliquer qui vous êtes. Alors, de quelle manière on va le faire ? Encore une fois, c'est pas défini. Et puis, si ça l'était, je dirais pas forcément très précisément. Mais simplement, si vous voulez un tout petit peu anticiper et un petit peu réfléchir, et peut-être, je sais pas, vous avez peut-être passé le concours l'année dernière, ou d'autres vous ont expliqué comment ça se passait. Si vous voulez un petit peu anticiper, réfléchissez à ça, en fait. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire en amont, c'est-à-dire réfléchir à ce que vous allez pouvoir valoriser dans votre parcours qui a du sens avec ce métier, ce que vous avez mis en place, etc. Mais il est assez peu probable qu'on vous demande en 1500 signes ce que vous pensez du journalisme, un truc très général. On va sûrement pas le refaire cette année, on l'a fait ces dernières années. Et globalement, on pense que la plupart des candidats et des candidates ne disaient pas réellement ce qu'ils avaient dans le cœur et dans la tête par rapport à cette question si vaste. Voilà, on pense on a repéré des petits, on va dire, vocabulaire un peu systématique qu'on a pu repérer après sur de l'IA, enfin voilà. Donc tout ce qui est un petit peu général et tarte à la crème, on va essayer de passer à côté. Voilà. Ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête de ChatGPT ne nous intéresse pas tellement en fait. Pardon. Oui, je voulais savoir concernant l'oral de motivation, il se passe comment, il dure combien de temps et quel genre de questions sont posées ? Est-ce que c'est différent des autres écoles ? Alors, je ne sais pas si c'est différent d'autres écoles et je ne me permettrai pas de critiquer mes petits camarades. Néanmoins, à l'école, on a toujours veillé à ce que ce soit bienveillant et que l'idée, ce n'est pas de piéger des candidats, c'est d'accompagner un projet. Alors, à un moment, il y a une sélection, bien sûr, vous me direz. On passe de 200 à 75, donc à un moment, oui, il y a une sélection qui se fait. Mais ce moment, ce n'est pas un moment de torture, quoi. Voilà. Il ne s'agit pas de déstabiliser, de mettre en difficulté pour qu'un
qu'un candidat, une candidate perde ses moyens. Alors parfois, il arrive que des candidats perdent leurs moyens, mais c'est parce que bon, il y a une mauvaise réponse dans un premier temps et ça fait, c'est difficile après de remonter la pente, etc. Je dis pas que tout, voilà. Mais en tout cas, c'est pas notre état d'esprit au départ de déstabiliser des candidats. Donc ça a toujours été le cas à distance et ça sera le cas aussi en direct. Donc l'idée, c'est donc il y a 3 membres du jury. Donc 2 journalistes, dont un qui est un permanent de l'école, obligatoirement, et pour le deuxième, c'est en discussion, et quelqu'un de Sciences Po, puisque c'est un double cursus, donc un double diplôme, enfin un double recrutement. Donc il y a toujours un professeur de sciences politiques qui est là, et qui va poser lui plus des questions de peut-être un peu de culture générale, etc., de voir la profondeur des connaissances sur un sujet évoqué. Hein. C'est pas non plus, on ne demande pas de faire un grand oral de Sciences Po, hein, c'est dans le cadre de la discussion. Et donc, dans notre esprit, on est vraiment dans le cadre d'un échange, en fait. C'est-à-dire que nous, on va avoir l'ensemble des éléments. On aura le dossier d'admissibilité avec des pièces que vous avez produites. On aura observé la mise en situation du travail en collectif. On aura la note d'anglais, on aura la note de français, on aura la note d'actu, etc. On aura l'ensemble de ces... Donc ça va être un petit peu sportif pour nous parce que tout ça va se corriger un peu en direct live. Hein. Donc on est en train de mettre en place l'équipe qui va pouvoir faire ça. Et donc ça veut dire qu'on a tous ces éléments et on a devant nous un candidat ou une candidate qui a un projet, qui a envie d'être journaliste. Et il va l'expliquer, il va le défendre et on va le questionner. Et je vais vous donner juste un exemple, par exemple, parce que c'est un exemple, c'est un peu tarte à la crème, mais on l'a tous les ans, donc autant vous le dire. Par exemple, un candidat qui nous dit qu'il est passionné par le cinéma, c'est assez fréquent. Et puis quand on essaye de savoir les films qu'il a vus récemment, il n'y a pas beaucoup de réponses. Et puis en fait, il n'y a pas beaucoup de réponses, en fait, globalement. Donc faites très très attention à pouvoir alimenter quelque chose que vous avez dit ou que vous avez voilà. Et en fait, souvent j'ai envie de dire, mais en fait, soyez qui vous êtes vraiment, en fait. C'est-à-dire, ne racontez pas une histoire qui n'est pas la vôtre, en fait. Au contraire, valorisez vos spécificités, parce que chacun en a des spécificités. Mais voilà, alors, je parlais tout à l'heure du français. Il y a des incontournables, la maîtrise du français. La connaissance de l'actualité, elle est incontournable, c'est notre matière première. Si on ne s'intéresse pas à l'actualité et au monde qui nous entoure, c'est un peu quand même compliqué d'envisager d'être journaliste. Donc, bien sûr, on a des espèces de prérequis qui sont importants. Mais après, nous, on cherche plutôt des personnalités, des gens qui vont avoir leur place et à l'école et dans la profession ensuite, quoi, en fait. Donc, l'idée, c'est plutôt ça, c'est d'accompagner une possibilité qu'un candidat ou une candidate puisse valoriser un peu ce qu'il a fait jusqu'ici, etc. C'est un peu notre état d'esprit. Alors après, voilà. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez évoqué un stage en région. Oui. Et je voulais savoir si c'était possible de faire un stage à l'étranger au lieu d'un stage en région. Et plus globalement, si vos étudiants travaillaient ensuite à l'étranger dans le cadre après de leurs études ici. Oui, donc la réponse est oui. Le stage en presse régionale entre les 2 années, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les étudiants aillent sur le terrain, rencontrent des gens, fassent des reportages. Si ces indications-là, elles sont transposables dans un titre à l'étranger, il n'y a aucun problème, on le fait, on l'a fait assez régulièrement. On a une convention en anglais et on peut le faire avec différents médias. Donc ça, c'est possible. La seule petite différence, c'est qu'on a un accord avec le SPQR, le syndicat de la presse quotidienne régionale, qui permet une rémunération grosso modo à hauteur de 1 200 € par mois en PQR. Donc du coup, si vous n'êtes pas en PQR, vous n'avez pas cette rémunération. Donc globalement, pour la faire courte, les stages à l'étranger, ils ne sont pas payés, quoi. Voilà, je fais court. Donc certains étudiants peuvent se le permettre, d'autres peuvent pas. Donc voilà, ça se joue à ce niveau-là, mais c'est possible. Et après, oui, on a une partie de nos étudiants qui ont envie d'être correspondants à l'étranger et qui partent après l'école. Et on a, dans le cadre de notre cursus, une formation spécifique pour des étudiants qui voudraient être correspondants à l'étranger, autour de la pluralité des médias, parce que quand vous êtes correspondant à l'étranger, en général, vous ne travaillez pas que pour un seul média, donc vous devez faire de la radio, de la télé, de l'agence parfois, de l'écrit, etc. Donc tous ces médias-là sont retravaillés. Et puis surtout des connaissances géopolitiques, éventuellement une attention portée à la maîtrise d'une langue. Voilà, donc ça, oui.
Je complète en vous disant que de ce côté-là de l'amphi, vous avez Martin Sanseo, qui travaille au service international de l'école, juste derrière l'amphi, mais de ce côté-là, qui pourra vous expliquer aussi d'autres possibilités, notamment de reportage à l'étranger. Je pense à Regard sur l'Australie, qui est un accord qu'on a avec l'ambassade d'Australie en France et qui, chaque année, permet à 2 étudiants d'aller faire des reportages en Australie. Par exemple, voilà, j'ai ça, je sais qu'il l'a sur la table. Et si vous voulez en discuter avec lui, il y a d'autres, et des échanges Erasmus universitaires qui sont possibles. On a aussi des étudiants qui demandent à faire une année de césure entre leurs 2 années et qui souvent partent à l'étranger pour apprendre une langue, par exemple, etc. Donc ça, c'est aussi possible. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir par rapport à l'admissibilité pour les étudiants qui voudraient se présenter pour les masters de sciences, enfin en journalisme en sciences. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui changent par rapport au concours? Est-ce qu'il y a plus un axe scientifique? Alors, dans la partie admissibilité, pour les étudiants qui ont un profil scientifique, il faut valoriser ce que vous avez fait dans ce domaine-là. Donc, soit effectivement des études scientifiques, soit des projets personnels, des engagements, etc., qui vous donnent une expertise et qui justifient et qui expliquent pourquoi vous voulez devenir journaliste scientifique, par exemple. Donc ça, il faut le mettre dans le dossier à ce niveau-là. Et au niveau des épreuves, il y aura une spécificité dans le test d'actualité, par exemple, etc., sur des questions scientifiques, et à l'oral aussi, où on posera des questions. C'est-à-dire que pour le jury des scientifiques, il y aura des journalistes scientifiques dans le jury, par exemple, et pas forcément des journalistes généralistes. Voilà, donc ça va s'organiser comme ça, de façon à vérifier un certain nombre d'éléments. Alors, je veux parler de l'année dernière. L'année dernière, il y avait des grands sujets de l'actualité scientifique qui étaient dans l'actualité, donc, et qu'on a proposé aux candidats et aux candidates de traiter et d'approfondir et d'expliquer. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir, parce que souvent les candidats scientifiques, ils ont une spécificité, c'est-à-dire ils ont fait des études de biologie, des études d'astronomie, des études de sciences physiques, donc ils sont hyper pointus dans un domaine. Mais là, nous, ce qu'on demande, c'est quand même plutôt une connaissance et une capacité de parler des sciences de façon un peu plus générale, quoi. La dimension scientifique sera abordée pendant le dernier oral. Le schéma, il est exactement le même que ce que Corinne a évoqué sur l'ensemble, avec, pour les candidats scientifiques, dans le dernier oral, cette dimension-là qui apparaîtra. Et dans l'échange, les candidats scientifiques auront un interlocuteur ou une interlocutrice journaliste scientifique. C'est lui ou elle qui pourra aller pousser un peu plus loin que Pierre ou moi, par exemple, qui ne sommes pas des scientifiques au départ. Je me permets de le dire. Bonjour. Bonjour. Quel est le coût du master? Alors, le coût du master. Donc les tarifs, les coûts de scolarité donc sont variables en fonction des revenus, c'est-à-dire qu'il y a des tarifs pour les boursiers en fonction des taux de bourse, et pour les non-boursiers, il y a plusieurs tarifs en fonction des revenus de la famille. C'est-à-dire on s'organise, grosso modo, on s'organise comme ça. Peut-être je te laisse compléter, Pierre. Oui, les frais de scolarité, effectivement, alors je ne les connais pas par cœur, vous les avez sur le site. Pour les étudiants boursiers, ça va de 0. Pour les boursiers à taux 7, on est sur une gratuité. Et pour les non-boursiers, cette année, on a 3 paliers, 3 taux différents. Il risque d'y en avoir 4 l'année prochaine, et ils seront inscrits sur le site de l'école à partir de mercredi prochain. Pour être totalement transparent avec vous, on a un conseil d'administration mardi qui va voter les frais de scolarité de l'an prochain. Donc vous avez maintenant sur le site ceux de cette année. Il n'y aura pas une révolution. Voilà, il y aura probablement pour les boursiers des taux allégés encore pour les étudiants boursiers, et la création d'un 4e échelon, alors qu'aujourd'hui il y en a 3 pour les non-boursiers. Mais là, aujourd'hui, c'est pour vous donner un exemple, si vous voulez un ordre d'idée, donc Pierre le disait, pour les boursiers à taux élevé, on est on est à 0. Et pour les étudiants non boursiers au tarif le plus élevé, c'est 5 800 € pour l'année. Sachant qu'il faut aussi intégrer la scolarité à Sciences Po, qui est là cette année à 1 200 € par an, sachant que pour les boursiers à Sciences Po, c'est gratuit.
et qui a une commission sociale qui examine des dossiers, qui fait assez facilement à Sciences Po des aides qui sont possibles. Les étudiants qui sont alternants, je le disais tout à l'heure, ne payent pas leur scolarité. Donc la deuxième année, il n'y a que la moitié de la promo qui paye sa scolarité directement. Et il y a aussi des bourses qui existent en interne à l'école. Non, ce n'est pas le système de bourse du Crous, mais il y a une bourse qui s'appelle la Bourse Fontaine, qui est financée par les anciens de l'école, par les alumni. Et puis il y a un fonds social de l'école aussi, où on examine des situations complexes, des problèmes qui peuvent arriver aux étudiants. Alors ça ne couvre pas forcément les frais de scolarité, hein, mais en tout cas ça peut être une aide apportée aux étudiants. Bonjour, c'était pour savoir, vous parliez pour le concours de préparation, et c'était pour savoir comment vous conseillez de se préparer, si il y a des prépas payantes ou si tout seul ça suffit. Merci. Alors, je vous ai dit ce qu'on attendait, en fait, hein, c'est-à-dire on attend un niveau de français correct. Donc ça, c'est une préparation qui sans doute a déjà commencé pour vous, hein, mais si jamais il y a des petits problèmes en termes de maîtrise du français, ou de faute d'orthographe, etc., voilà, ça peut, il y a encore temps de combler les lacunes, hein, ça c'est toujours possible. En tout cas, ça c'est une exigence qu'on va avoir. La connaissance de l'actualité, ça se travaille en fait, hein, donc concrètement, souvent les candidats font ce qu'on appelle le fichage de l'actualité, c'est-à-dire consultent des médias, se font des fiches, apprennent ces fiches et les complètent et les enrichissent, etc. Donc ça c'est important. Après on peut le faire de façon aussi peut-être moins scolaire, mais regarder des documentaires, aller voir des documentaires au cinéma, il y a beaucoup de documentaires sur l'actualité internationale. Ça permet parfois en 52 minutes de bien comprendre un problème complexe à l'international, hein. Ça c'est aussi très intéressant de lire des essais, voilà, et de mettre en place une espèce de routine par rapport à l'actualité. Je pense que c'est important, c'est-à-dire il faut suivre un peu ça au quotidien, quoi, pour alimenter, pour comprendre. Et quand à un moment vous tombez sur un sujet que vous ne comprenez pas, il ne faut pas en rester là, quoi. Ça veut dire que ce dossier, s'il est dans l'actualité régulièrement tous les jours, vous ne pouvez pas ne pas le comprendre. Donc il faut trouver un moyen de le comprendre, de vous le faire expliquer, de lire des trucs. Alors il y a pas mal de sites d'infos aussi qui sont intéressants sur de l'actu un peu... il y a évidemment, beaucoup de nos étudiants sont abonnés au site du Monde parce que c'est une actu un peu généraliste, un peu complète, un peu large, etc. Et ça marche assez bien. Et puis, il y a d'autres sites d'infos aussi qui sont intéressants. Je pense à BriefMe, par exemple, qui fait de l'info assez synthétique et qui réexplique et qui contextualise, qui fait des petits rappels historiques. Parce que ça, je vous le dis aussi pour la petite histoire, souvent, on n'a pas trop de problèmes par rapport à l'actualité pour nos candidats sur le factuel, c'est-à-dire l'actualité telle qu'elle s'est produite. Mais souvent, où ça patine un peu, c'est sur la contextualisation de l'actualité, c'est-à-dire les références historiques, l'évolution d'un sujet, etc. Si je prends l'exemple de la guerre à Gaza, c'est pas le 7 octobre que ça a commencé. Il y a toute une histoire, etc. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les détails du conflit. En plus, pour le coup, il est assez complexe et c'est pas forcément évident. Mais vous pouvez pas ignorer les grandes dates qui nous ont amenés à ce moment-là, par exemple. C'est juste un exemple, mais l'Ukraine, Poutine, il n'est pas apparu en 2023, même chose. Enfin, vous voyez. Donc, et c'est souvent là où on repère des fragilités dans la connaissance de l'actualité de nos étudiants. C'est sur tout ce qui tourne autour de ce sujet d'actualité. Sur le factuel, les étudiants savent, mais dès qu'on s'aventure un peu sur le contexte, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est une bonne manière de vous préparer, je trouve aussi. Je complète la réponse en vous disant que de l'autre côté aussi, de ce côté-là, Rachel Berthoud pourra vous présenter ce qu'on appelle la télépréparation. C'est en gros en ligne, à distance. Une télépréparation, c'est un cadrage. C'est tout ce que vient de dire Corinne, mais avec des devoirs qui vont vous être demandés, avec des rendus, avec des corrections qui vous sont faites. Si vous vous sentez un peu noyé, perdu, si vous avez besoin de cadrage,
d'un petit coup de pied aux fesses parfois aussi éventuellement. Voilà, C'est une manière, une préparation comme celle-là peut aider. Si vous êtes très autonome, tel que Corinne vient de le dire, c'est peut-être moins nécessaire. Je me permets, il faut qu'on libère l'amphi dans 5 minutes. J'ai vu 4 ou 5 mains se lever. On ne va pas vous brider, rassurez-vous. Corinne et moi, on reste disponibles pour répondre aux dernières questions individuelles, évidemment sans souci. Mais je prends une dernière question là et après on va vider l'amphi. Et encore une fois, on est à votre Je précise ceux qui ne pensent pas passer le concours en 2026 mais en 2027 pour des raisons X ou Y et qui sont boursiers. Il y a aussi une prépa égalité des chances qui est ouverte aux étudiants boursiers, qui est gratuite et qui permet cet accompagnement que Pierre vient de décrire gratuitement pour des étudiants boursiers. Donc ça, c'est pareil, c'est Rachel qui s'en occupe. Donc s'il y a des boursiers qui ne veulent pas passer le concours l'année prochaine mais l'année suivante, il y a possibilité aussi de s'inscrire à la prépa égalité des chances. Bonjour, Bonjour. J'ai 2 questions rapides. La première, c'est que j'ai 33 ans et je crois que depuis quelques temps, ce n'est pas un problème pour entrer en école. En effet. Par contre, je m'en réjouis. Par contre, pour ce qui est de l'alternance apprentissage, est-ce que ça peut causer un souci ? L'apprentissage, c'est jusque 30 ans. Okay. Donc, en effet, pour l'apprentissage, c'est pas possible. Par contre, il y a des contrats de professionnalisation qui sont sans limite d'âge. C'est pas ce qu'on fait le plus fréquemment, mais il y a cette exception-là pour les étudiants qui sont plus âgés. Ok, ça marche. Je peux en rester là. Merci. Merci à vous et pour les questions, les mains qui se levaient tout à l'heure, on est à votre disposition en bas.